Bon, Et bon. l'ancien. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, déjà, pour commencer. Bienvenue pour cette deuxième visioconférence organisée par le comité Aveyron-Lozère. Aujourd'hui, on va parler surtout d'un sujet qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude. Il s'agit de la prévention des blessures. La prévention des blessures chez les jeunes, mais pas que. Donc pour ça, j'avais fait appel à Robin Jansou, Robin qui est kiné de métier et qui s'occupe de la préparation physique sur la CTC Rodez à Glos de l'équipe de la Nationale 3. Voilà, donc Robin, je vais te laisser et puis je te laisse aussi te présenter et puis je te souhaite une bonne conférence. À tout à Mhm. l'heure. Bien, merci Anthony. C'est bon le partage, tout fonctionne? Ça m'a, moi oui, moi de mon côté c'est bon. Ok, très Donc bien. j'imagine que Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Robin Jansou. Du coup, je suis kiné du sport sur Rodez. Je travaille dans un cabinet depuis maintenant 2 ans. Du coup, Anthony m'a permis d'intervenir sur le sujet des préventions de blessures, un sujet que j'affectionne beaucoup. À la base, je suis pas du tout du basket. J'ai attaqué le foot à 5 ans jusqu'à mes 18 ans. J'étais essentiellement focus foot jusqu'à que je parte faire mes études. Ensuite, j'ai fait une année de spécialisation après mes 4 ans de kiné en kiné du sport. Et en suivant tout ça, du coup, j'ai rencontré Seb Chevignon, qui est coach et prof à la section à Barraqueville. Donc, j'interviens à la section à Barraqueville depuis maintenant 2 ans, tous les lundis. Et depuis cette année, j'interviens aussi avec la CTC, donc la N3 de Nico, l'intervenant que vous avez eu la semaine dernière. Donc, d'avoir eu un avis extérieur sur le basket, au début, c'était pas simple parce que je connaissais pas du tout le sport, ce sport-là du moins. Et finalement, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était plutôt un avantage parce que finalement, j'avais un avis plutôt extérieur à tout ça et j'ai pu faire pas mal de constats. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des stratégies qui peuvent être mises en place pour éviter toutes les blessures, éviter non, mais du moins réduire les blessures pendant la saison et donc améliorer la performance. Donc toute mon intervention elle sera basée sur un constat personnel que j'ai pu faire au bout des 2 ans avec la section et cette année avec la CTC, mais aussi avec un peu d'aide de revues littéraires, donc toutes les études qui sont sorties récemment sur le basket. Donc aujourd'hui, on va voir tous ces points. Donc au début, je vais faire un petit peu de théorie rapide sur pourquoi ça se blesse, comment ça se blesse et où ça se blesse. On fera un très rapide bref, comment dire, euh, un petit brief sur les spécificités par poste. Et après, on rentrera dans le vif du sujet avec toutes les différentes stratégies. On parlera un peu d'échauffement, de récup et qu'est-ce qu'il faut faire en première intention post-blessure. Et à la fin, je vous parlerai d'un sujet qu'on a mis en place avec la N3 de Nico, qui est l'image motrice et la simulation motrice, qui peut être très intéressante, notamment dans cette période de confinement. Ok, donc là, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le basket très rapidement. S'il y a des coachs et des joueuses, vous serez plus au point que moi, mais le basket, c'est un sport hyper complet. Beaucoup de sauts, beaucoup de courses latérales, courses arrière, beaucoup de sprints, beaucoup de changements de rythme, beaucoup de vitesse, accélération, pas mal de mouvements explosifs. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est une grosse alternance haute intensité, basse intensité. Pardon. Moi, venant du foot, on n'a pas autant ce démarquage de haute intensité, basse intensité qu'on peut retrouver dans le basket. Grosse composante tactique, technique et physique aussi. Et également, ce sport nécessite pas mal d'habiletés motrices qui doivent être répétées réalisées de façon dynamique, explosive et répétée. Jusque-là, ça va. Donc, le basket, est-ce que c'est vraiment un sport à risque de blessure? Je vous ai mis un petit tableau qui situe le basket en fonction des autres sports. Et on voit quand même que le basket se place dans les sports. Bon, il n'y a pas tous les sports, bien évidemment, mais dans les sports à haut risque de blessure, on voit qu'un basketteur a théoriquement, je dis bien théoriquement, plus de chances de blesser qu'un tennisman, un triathlète ou un footballeur. Donc, ces dernières études, elles ont mis en évidence
qu'un basketteur, en théorie, il y aurait 9 blessures pour 1000 heures de match et 4 blessures pour 1000 heures d'entraînement. Donc, en théorie, je dis bien, c'est toujours la théorie, tout ça, 2 fois plus de blessures en match qu'à l'entraînement et 65% de blessures seraient sur le membre inf. Avec un peu de recul et les 2 années d'expérience à la section et cette année avec la N3, je pense qu'on est plus sur du 80% de membre inf. Après, la théorie veut 65%, mais je pense que les chiffres sont un peu minimisés. Donc là, je vous avais fait un petit tableau récap en fonction des zones corporelles où c'est que le joueur de basket se blesse. On ne va pas s'attarder dessus parce que je vais pas vous… Le but, ce n'est pas de vous expliquer toutes les pathologies, mais on va se focaliser genou-cheville. Pas mal de tendinopathie au niveau du genou, rupture croisée. J'ai oublié de noter les entorses, mais pas mal d'entorses genou et un peu de lésions méniscales. Mais surtout cheville avec entorse de cheville et tendinopathie achilléenne. J'ai fait une case avec une zone corporelle qui n'existe pas, mais c'est autre. Donc, Osgood Sever, s'il y a des coachs de jeunes qui m'écoutent, c'est des pathologies qu'on retrouve vachement chez le jeune joueur. Donc, c'est des pathologies de croissance qui sont Osgood genou et Sever au niveau du talon. Et après, périostite, je l'ai mis parce qu'on a eu 2 joueuses cette année avec la N3 qui souffraient de périostite. Et les LMA. Les LMA, c'est la nouvelle nomenclature pour désigner tout ce qui est contracture, élongation et déchirure. Donc, au niveau de la localisation des blessures, le tableau fait peur, mais on va juste se focaliser sur la colonne totale et la colonne Children and Adolescents. Sur la première colonne, le pourcentage total, c'est pour localiser les blessures en fonction de tout sexe et tout âge et tout niveau confondu. Donc, si vous prenez la colonne pourcentage, on voit que pied-cheville, ça représente 32% de blessures, donc quasiment un tiers des blessures chez le basketteur en général, c'est au niveau du pied et de la cheville. Et si on en ajoute à ça le genou qui est quasi à 20%, on a quasiment une blessure sur 2 du basketteur qui est pied, cheville, genou. Autre colonne intéressante à regarder, c'est la 4e colonne, comme je vous disais. Donc, pied-cheville, chez le jeune, ça représente 38%. Donc, quasiment une blessure sur 2 du jeune arrive pied-cheville. Et 17% au genou. Donc, on arrive presque à 55% de blessures sur pied, genou, cheville chez le jeune. Donc là, à quoi ça sert de savoir ça? C'est surtout pour focaliser la prévention de blessures sur ces zones-là qui sont très à risque. Cause des blessures, bon là on va passer assez vite. Deux études de Hagel et Dick, juste, ça va aller vite. C'est juste pour différencier blessures avec contact et blessures sans contact. Vous voyez, les 2 études sont assez proches l'une de l'autre. On voit un quart des blessures sans contact et 3/4 avec contact. Le problème de ces blessures sans contact, c'est celles qui occasionnent le plus de temps d'arrêt. Donc, notamment la rupture de croisé qui est tout en tease de sportif. La blessure du croisé se fait les 3/4 du temps, pour ne pas dire plus, sans contact, et c'est celle qui occasionne le plus de temps d'arrêt. Donc, c'est là où il faut être vigilant aussi dans la prévention des blessures. Petit topo sur les blessures par poste. Je vous ai mis le petit tableau en bas, mais en résumé, c'est postes 1, 2 et 3, donc les postes où ça court beaucoup, qui ont un pourcentage plus élevé de blessures. Le profil dribbleur-coureur qui serait plus propice aux lésions par changement de direction, donc notamment le ligament croisé au niveau du genou. Et là, je pense qu'il est intéressant aussi de faire de la prévention par poste. C'est-à-dire qu'on y reviendra plus tard dans le diapo, mais je ne trouve pas ça intéressant de faire travailler tout le monde en même temps sur tous les mêmes exos de proprio, sachant que les contraintes sont différentes en fonction du poste. Donc, micro-conclusion pour tout ça, 2 fois plus de blessures en match qu'à l'entraînement, 65% de membres inférieurs, notamment cheville-pied, mais je pense qu'on peut le gonfler à 80%, 30% de non-contact, la période octobre à décembre qui serait propice aux blessures, et donc le profil dribbleur-coureur qui serait un risque à blessure majeure. Voilà pour le premier topo. Juste petit
Petit rappel au niveau des spécificités par poste. Donc là, je vous ai mis trois diagrammes. Je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais normalement, ils apparaissent bien. 3 diagrammes en fonction des postes. Donc, diagramme d'en haut, tout ce qui est les postes meneurs-arrière. Diagramme du milieu au niveau des ailiers et diagramme du bas au niveau des postes intérieurs. Donc, en fait, c'est la répartition des courses en match. Donc, on voit que la composante principale chez les 5 postes, ça reste la course moyenne, donc la course en aérobie et en endurance. Mais on voit quand même qu'il y a des grosses spécificités en fonction du poste. Donc, le poste de meneur arrière aura plus tendance à aller faire de la course défensive latérale. Le poste d'ailier plus sur de la course latérale, arrière et défensive. Et le poste intérieur sur de la course latérale et arrière. Donc, où c'est que je veux en venir avec tout ça? C'est que je pense qu'il faut adapter le travail, que ce soit le travail de prévention ou le travail purement basket, en fonction des préférences motrices du joueur. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens, mais ça a moins de sens d'aller faire travailler un intérieur sur de la course défensive qu'un poste 1 de meneur, par exemple. Vous voyez, le poste de meneur, ça représente quasiment un quart de ses courses, alors que le poste intérieur, ça représente que 8%. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire travailler l'intérieur sur de la course défensive, mais disons que ça a moins d'intérêt dans son schéma préférentiel. Donc, après avoir posé tout ça, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Quelles sont les stratégies à aborder pour pas éviter, mais du moins réduire toutes les blessures. Donc, on va parler de quantification du stress mécanique. On va parler de renforcement musculaire spécifique. On va parler de gainage. On va parler de proprioception. On va parler de mobilité. Et on va parler de l'intérêt des protocoles individuels. Donc, quantification du stress mécanique. Ça fait peur à l'énoncer, mais c'est tout bête. Cette notion me vient d'une formation que j'ai faite à la clinique du coureur. Donc, c'est une formation de course à pied. Mais j'ai trouvé la notion très intéressante qui peut être adaptable à tout type de sport, en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué, c'est-à-dire la quantité de travail appliqué, n'est pas plus grande que sa capacité d'adaptation. Donc, pour vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer le tableau juste en dessous. Donc, sur n'importe quel tissu du corps, que ce soit un tendon, un muscle, un ligament, il a une capacité maximale d'adaptation. Donc, ça sera la ligne en rouge que vous avez sur le schéma. Cette zone, il faudra éviter de la dépasser, car sinon, vous allez engendrer de la douleur. En gris, vous avez la courbe grise, c'est le stress minimum pour créer des adaptations. Et en bleu, ça sera le niveau du stress qui a été créé par l'activité. Donc, en fait, pour un joueur, le but pour créer des adaptations, c'est-à-dire pour le rendre plus fort, cette zone tissulaire, il faut venir créer du stress et essayer de la limiter entre la zone grise et la zone rouge. Exemple tout bête sur un joueur qui est Osgood. Un jour, vous le faites jouer 15 minutes de basket, il a mal au genou. J'ai pris Osgood comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Il joue 15 minutes de genou, il joue 15 minutes de basket, il a mal au genou. Donc, ça veut dire qu'il a dépassé sa capacité maximale d'adaptation. Donc, on se retrouverait dans une zone au-dessus de la ligne rouge. Donc, ça veut dire que 15 minutes de basket, à l'instant T, c'est trop pour lui. Donc, vous allez essayer de modifier pour être dans une zone d'adaptation. Donc, la prochaine fois, une fois que sa phase de douleur est passée, vous allez essayer de le faire jouer 10 minutes pour voir s'il est capable d'encaisser ces 10 minutes. Et s'il est capable d'encaisser ces 10 minutes, vous savez que vous êtes en train de créer des adaptations. Donc, vous êtes en train de rendre le tissu plus fort. Je ne sais pas s'il y a des questions, Tony, parce que c'est un schéma assez important et il faudrait que ça soit compris si tout le monde a compris. Tu m'entends là? Je reviens. Ouais, Oui. je t'entends. Ouais, c'est bon. Non, je dis pour l'instant non, mais je reviens vers toi si. Ok, pas de souci. ça Ça marche. Nickel. Donc là, on va passer sur une notion assez importante qui est le renforcement spécifique. Donc, pour moi, c'est un aspect principal dans la prévention des blessures. Il est très important d'aller travailler les zones à risque. Et aujourd'hui, on sait que chez le basketteur, la zone à risque, donc c'est comme je vous ai dit, genou, cheville, pied et tout ce qui est centre du corps. Donc, on va commencer par tous les muscles de renforcement, des muscles de soutien du pied et de la cheville. Donc,
j'ai ciblé 3 zones importantes à travailler en prévention. Donc, ça sera le travail défibulaire, travail de gainage du pied et travail des mollets. Donc, je vous ai mis quelques petites vidéos, si j'arrive à la mettre. Hop. Alors, en travail du pied, ça c'est un exercice tout simple. Le travail de déroulé, je ne sais pas si la vidéo s'affiche correctement. Donc, travail de déroulé du pied, attaque talon, je déroule et je viens travailler la pointe. Donc, ça c'est vraiment pour travailler la musculature intrinsèque du pied, donc tous les muscles soutien du pied. Donc, ça c'est un premier exercice. Second exercice que vous pouvez travailler qui est un petit peu plus dynamique. Donc, ça correspondrait à de la marche, sur les pointes. Ça, on le fait beaucoup avec les jeunes à la section avec Seb. Donc, travail sur la pointe de pied. Et après, on peut aller travailler avec des rebonds dynamiques pour venir activer les mollets également. Ça, c'est 2 petits exercices que vous pouvez faire sur le travail de pied. Un exercice que j'aime beaucoup aussi, c'est travail en pointe de pied et sur des déplacements latéraux. Donc ça, un exercice de renforcement de la musculature du pied, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et ensuite, exercice hyper facile que tout le monde peut mettre en place chez soi, c'est avec un t-shirt, torchon ou une serviette, venir poser le pied dessus et venir travailler le griffer avec les orteils pour venir travailler pareil tous les muscles intrinsèques du pied. Donc tous les petits muscles qui sont à l'intérieur du pied pour rendre ce pied plus fort. Je vous ai également parlé du travail des fibulaires. Les fibulaires, c'est les muscles qui sont sur la partie externe du bas de votre jambe. Donc ces muscles, c'est le muscle en prévention des entorses de cheville. Donc en fait, on le travaille en éversion, c'est-à-dire qu'on le travaille en venant, comme là sur la vidéo, l'élastique placé sur le bord externe du pied. On maintient la descente sur 3 secondes et on vient pousser pendant 1 seconde. Donc ça, c'est le travail des fibulaires. Ça, c'est un exercice qui, chez le basketteur, devrait être quasi automatique en début de séance pour venir travailler tout le muscle préventif de cheville. Ensuite, j'ai mis une petite aparté au niveau du renforcement excentrique sur 2 gros groupes musculaires qui sont stabilisateurs du genou, qui sont les ischios et le quadriceps. Là aussi, je vous ai mis 2 petites vidéos pour vous montrer comment on travaille ça. Donc là, première vidéo, c'est le Nordic hamstring. Donc, c'est un exercice excentrique des ischio-jambiers. Donc, la position de départ, c'est comme celle-ci sur les genoux. Donc, on engage fessiers, abdos et le haut du corps. Une personne tient les jambes. Le but est de descendre doucement en maintenant la descente et on relâche. Et on remonte avec la poussée des bras. Donc, ça, c'est un très, très bon exercice pour travailler en excentrique les ischio-jambiers. Toute la zone postérieure de la jambe. Ensuite, on a un exercice assez similaire qui va travailler les quadriceps, donc les muscles de la loge antérieure de la cuisse. Même principe, même position de départ, sauf qu'au lieu de se pencher vers l'avant, eh bien, tout simplement, on va se pencher vers l'arrière. Ça, ce sont 2 exercices très, très intéressants à travailler en pré-saison et même en saison. Ce sont 2 exercices préventifs des blessures. Ensuite, je vais vous parler du renforcement spécifique anti-valgus du genou. Qu'est-ce que le valgus du genou? Alors, le valgus du genou, comme vous le voyez sur la photo, sur la photo de droite, c'est la perte de l'alignement hanche-genou-cheville. Donc, vulgairement, c'est ce qu'on appelle le genou qui rentre vers l'intérieur. Ça, c'est une photo d'une de nos joueuses qu'on a toujours d'ailleurs, à la section à Barakeville. Elle se plaignait de douleurs récurrentes au genou lors de son tir. Et j'ai fait une petite analyse vidéo et on voit que sur sa phase de poussée, en fait, elle a un gros valgus et c'est ce qui lui créait ses douleurs. Alors, il faut quand même faire attention avec ce valgus parce que c'est morphologique, notamment chez la jeune joueuse fille, c'est morphologique. Donc, il y aura un valgus dynamique. Ce qui est intéressant, c'est de gérer entre le valgus morphologique et le valgus qui est vraiment dangereux pour la joueuse. Il faut arriver à éduquer les jeunes sur ce phénomène parce que
c'est quand même un pathomécanisme assez dangereux pour le genou. Donc, je vais vous mettre deux petites vidéos pour comment contrôler ce valgus du genou. Donc, première vidéo, c'est sur une de nos joueuses qui s'est fait les croisés, donc elle est en post-opératoire. Le genou à travailler, c'est son genou gauche qui est sur le step. Donc là, c'est un step parce que c'est pas très haut parce qu'elle est en post-opératoire, mais on peut le faire travailler bien plus haut. Et donc, le but de cet exercice, c'est de venir contrôler la descente sans perdre l'alignement bassin, genou, cheville. Donc là, vous allez le voir sur la vidéo, je vais essayer de la ralentir. Le but est de contrôler cette descente sans perdre l'alignement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du contrôle moteur du genou. Donc là, vous voyez, elle descend sans casser son alignement. Ça, c'est un des exercices à faire pour travailler le contrôle moteur du genou. Un deuxième exercice, donc tout bêtement, vous placez une haie devant la joueuse. Pareil, le genou à travailler, le genou gauche. Donc là, elle doit juste faire un passage de haie, pareil, en essayant de garder son alignement le plus possible. Je ne sais pas si les vidéos saccadent, mais on arrive à comprendre le mouvement. Voilà, on arrive à deviner un petit peu le mouvement. Donc là, pareil, cet exercice, le but, c'est de ne pas perdre l'alignement bassin, genou, cheville. Donc là, c'est une post-opératoire, donc là, elle n'est pas très haute, mais c'est possible d'adapter. Après, le deuxième, comment dire, la deuxième stratégie préventive anti-valgus de genou, donc c'est le contrôle, c'est le travail de renforcement des fessiers, notamment des rotateurs externes de hanche. Donc, je vous ai mis une petite vidéo. Pareil, c'est une de nos joueuses qui s'est fait les croisés, qui est en réhab. Donc là, élastique placé au niveau des genoux. Donc, c'est pour lui créer un focus pour qu'elle pense à bien ouvrir ses genoux. Et donc, elle va faire un travail de squat, tout simple, pour venir activer ses fessiers. Et en plus, avec l'élastique. Et là, on voit qu'en bas, en dernière phase, elle fait une phase de maintien où elle vient en isométrie travailler ses fessiers. Là, l'intérêt, c'est vraiment d'aller travailler, de pousser contre l'élastique. Un autre petit exercice de fessier, ça correspondrait à ça, donc en position de quart de squat ou de demi-squat, et d'avoir les pieds un peu plus larges que le bassin et de venir travailler en marche latérale. Ça, ceux qui ont jamais essayé cet exercice, vous pouvez l'essayer, ça chauffe dur dans les fessiers. Ça, c'est un très, très bon exercice anti-valgus de genou. Donc là, le but de l'exercice, pareil, marche latérale. Et il faut faire attention à de ne pas perdre cet alignement bassin, genou, cheville. Voilà pour ce qui est du renforcement anti-valgus de genou. J'avais une question. Ouais, Robin, je voulais savoir à quel moment tu peux commencer à travailler ce type de situation. Là, on a vu des seniors de NF3, on a deviné on le aussi. faisait. Il n'y a pas réellement de situation. Je pense que le travail préventif, il faut qu'il y en ait à tout âge. À la section du travail de contrôle du valgus du genou, on en faisait tous les lundis, par exemple. Après, en termes d'âge, pas sur du très jeune, parce que ça ne sert à rien, mais sur à partir de 6e, 5e, quoi. Ok. 2 fois à suite, ça me fait. Alors attention, est-ce que vous pouvez couper vos micros aussi quand vous arrivez sur la visio, parce qu'on entend. Attends, alors je te laisse finir parce que j'ai une autre question juste après. Dis-moi. Non, j'ai une question de Monsieur Flotte, je commence à connaître. Comment repérer un valgus naturel d'un valgus qui doit être corrigé? Alors, attention, un spécialiste. Justement, on va mettre une petite vidéo que j'avais en pré-saison. On effectue des tests. Je ne sais pas si la vidéo apparaît. Donc, le valgus physiologique, c'est-à-dire que là, on regarde la personne de face en statique et on voit si déjà en statique, elle a cette perte d'alignement genou, bassin, cheville. Pour savoir s'il y a un valgus dynamique, en fait, on va lui faire il y a plusieurs stratégies, mais là, par exemple, on lui fait faire un squat unipodal, par exemple. Et là, vous voyez très bien sur la pose que j'ai mis, elle est en charge sur son genou et il y a un valgus qui se crée lorsqu'elle est en charge.
Donc, c'est là où apparaît le valgus dynamique. Ce n'est pas un valgus morphologique, pardon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Monsieur Flotte se manifestera s'il n'est pas satisfait de la réponse. Donc, après, je voulais parler du gainage. Le gainage, on entend un peu, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi vis-à-vis du gainage, mais disons que tout le monde y met la sienne dessus. Donc, le gainage, en théorie, c'est la capacité de contrôler la position du mouvement du tronc et du bassin. Le but premier du gainage, c'est de permettre la production et le contrôle des transferts des forces du membre supérieur vers le membre supérieur. Du membre inférieur vers le membre supérieur, pardon. Et l'idée du gainage central, c'est de créer un vrai caisson central. C'est-à-dire que le gainage, ça ne se limite pas aux abdos et aux lombaires. En fait, si vous voulez, la représentation en bleu, en postérieur, donc sur la droite, il y aurait tous les muscles lombaires et dorsaux bas. En haut, sur la zone rouge, ça serait plutôt tout ce qui est muscle respiratoire, donc notamment le diaphragme. Et en avant, le muscle des grands droits et des obliques. Et en dessous, le plancher pelvien. En fait, le gainage, ça correspond à cet ensemble de muscles qui doivent travailler en cohérence ensemble. Donc, en fait, si on travaille du gainage seulement avec des abdos ou seulement avec des lombaires, ce n'est pas super cohérent. Il faut vraiment arriver à travailler en osmose. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est est-ce que vous avez déjà vu un arbre avec un petit tronc et des grosses branches? Et là, c'est exactement pareil au niveau du corps humain. Pour moi, ça a peu de sens d'aller faire travailler un sportif sur des membres comme d'aller travailler les biceps, les quadriceps et tout ça. Si déjà sur la base, au niveau central, on n'est pas formé, j'y vois pas grand intérêt. Donc, le gainage, à quoi ça sert clairement? C'est de créer de la stabilité dans une situation d'instabilité. Donc, en fait, le gainage, c'est ça. Sa fonction première, c'est quand on va se trouver dans une situation d'instabilité, c'est de venir recréer cette stabilité. Donc, ça a aussi une stabilité centrale pour une mobilité périphérique. Et donc, ça engendre une meilleure efficience gestuelle. Donc, comment on réalise un bon gainage? Donc là, je vais prendre l'exemple d'un gainage statique. Donc, comme sur la photo, il y a 6 grandes règles à respecter. Donc, la première, ce serait l'autograndissement. Donc, c'est-à-dire que, vulgairement, ça serait pousser les talons vers l'arrière et pousser le sommet du crâne vers en haut. Activation du transverse. Donc, le transverse, c'est le muscle gaineur, si on peut appeler ça comme ça, de référence. Donc, c'est assez compliqué à contracter le transverse, mais vulgairement, on dit aspire ton nombril. Ça serait la méthode pour activer son transverse. Ensuite, troisième petit point, ça serait alignement des segments corporels, donc c'est-à-dire alignement crâne, épaules, bassin, genoux, cheville, comme sur la photo. Point numéro 4, ça serait l'activation du périnée. L'activation du périnée, en parlant à la section, pour leur faire comprendre, on leur demandait de faire le stop pipi, c'est-à-dire de contracter les muscles comme quand ils arrêtent de faire pipi, tout simplement. Point numéro 5, donc c'est activation des muscles de la rétraction scapulaire. Donc là, c'est juste venir, pas serrer les omoplates, mais vraiment juste activer les muscles qui viennent resserrer ces omoplates. Pas complètement venir coller ces omoplates, mais juste les activer. Et un point numéro 6, ça serait la respiration. Donc ça a été notre ligne de conduite avec Seb depuis 2 ans à la section. Quand je suis arrivé sur les premières séances, on a beaucoup travaillé sur cette notion de gainage. Et au début, avec Seb, on a pris un peu peur parce que les posturaux étaient on va dire, moyennes. Et vraiment, on a vu une grosse évolution. Et même les coachs des clubs, ensuite, se sont mis à le travailler et ont vu une nette amélioration. Mais je me suis fait un constat assez rapidement. Je me suis dit, pourquoi aller travailler du gainage statique en planche classique, comme on la connaît de face sur les côtés ou sur le dos, alors que le basketteur, il est tout le temps en dynamique. Il est jamais dans cette position de planche. Donc, comment faire évoluer le gainage et travailler dans sa progressivité? Alors, pour moi, il y a 4 étapes clés. Du gainage statique au début stable. Pour passer au gainage statique avec des équilibres, il faut que le joueur ou l'enfant soit capable d'avoir un gainage statique stable de qualité.
Alors, c'est assez compliqué au début à mettre en place. Il faut passer par du gainage statique stable pour arriver sur du gainage statique avec des équilibres. Mais à terme, le but, c'est d'arriver sur du gainage dynamique. Le gainage dynamique, je vais vous montrer quelques petites vidéos à quoi ça correspond. Mais le gainage dynamique se rapproche vachement plus et est vachement plus efficace pour un basketteur. Là, je vais vous partager la vidéo. Je ne sais pas si ça marche. Donc là, vous allez avoir quelques exemples de gainage dynamique. L'intérêt du gainage dynamique, c'est qu'on ne se restreint pas à rester en planche. Et en plus de tout ça, on vient travailler tous les membres. Donc là, par exemple, sur cet exemple que vous avez, là, elle réalise des mountain climbers en position de gainage. Donc, elle vient travailler sa mobilité de hanche. Elle vient travailler tous les muscles fléchisseurs de hanche. Et en plus de ça, elle met en activation encore plus ses épaules. J'espère que ça ne saccade pas trop, que vous pouvez voir la vidéo. Mais non, c'est bon. Là, pareil, on arrive à deviner les mouvements. Donc, là, vous avez pas mal d'exercices de gainage dynamique que vous pouvez réaliser en pré-saison ou en saison. Donc, je vais pas vous montrer toute la vidéo, mais le gainage ne se restreint pas à la planche comme on la connaît sur les coudes ou sur le côté, quoi. Voilà pour le gainage dynamique. Donc, je reviens sur le power. Donc, si je devais faire une phase de progressivité, on attaquerait par du gainage statique stable. Ensuite, avec du gainage statique avec des équilibres. Donc là, on travaille en duo. Une personne qui a un gainage statique et quelqu'un qui vient lui créer du déséquilibre en la poussant ou autre. Après, en créant une fois qu'on a géré le gainage statique avec des équilibres, on peut passer sur du gainage dynamique. Donc, les vidéos qu'on a vues. Et honnêtement, ceux qui sont très forts sur du gainage dynamique, ils peuvent passer sur du gainage dynamique avec des équilibres. Mais à l'heure actuelle, avec les 2 ans d'expérience, je pense qu'on n'a toujours pas fait de gainage dynamique avec des équilibres avec ni les jeunes ni la N3. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est intégrer du ludique, notamment chez les jeunes, sur du gainage, parce que le renforcement, c'est pas ce qui leur plaît le plus. Quand ils arrivent au gymnase, c'est plus pour jouer au basket que pour faire du renforcement. Mais soit on les met face à face, on leur fait faire des concours de Shifumi, ou alors on les fait batailler en position de gainage. Il faut arriver à intégrer des activités assez ludiques pour concerner le jeune. Donc, c'est bien beau le gainage, mais à quoi ça sert dans la pratique du basket? Donc là, il y a 3 photos. Vous l'aurez compris, il y a 3 niveaux de gainage différents. Donc, en ordre croissant, à gauche, gainage, on va dire plutôt moyen, voire faible, et tout à droite, un gainage assez important. Donc, sur la photo première à gauche, une de nos joueuses, elle n'en voudra pas, j'espère, mais qui est en position de shoot. Donc, on voit très bien que la transmission de force membre inférieur, membre supérieur est quasi inexistante. Elle shoot tout avec son épaule. En fait, on le voit à cette déviation. En fait, la poussée vient de l'épaule et ne vient pas du centre du corps et des membres inférieurs. Deuxième Si photo. Ouais, tu m'entends, mais c'est pas grave. Tu m'en voudras pas. Deuxième photo, une autre de nos joueuses qui est bien plus gainée, comme on peut dire. Donc là, on voit que c'est vachement plus équilibré et on sent que le shoot est vachement plus naturel et que les forces viennent plus du caisson central et des membres inférieurs. Et la troisième photo, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est créer de la stabilité dans l'instabilité. C'est là où ça prend tout son sens. Donc, on voit un joueur des Bulls qui est dans une situation d'instabilité assez franche, centre de gravité complètement en arrière. Il a 2 défenseurs sur le dos et il arrive à shooter. On a presque l'impression que c'est simple pour lui. C'est parce qu'il a un caisson central qui lui permet une grosse mobilité au niveau des membres supérieurs et qui lui facilite la tâche. Donc ça serait plutôt pour l'intérêt du gainage au niveau du shoot. Mais ça a un intérêt également au niveau du basket en lui-même. Là, 2 situations, un franchissement à gauche et une prise de position à droite. Donc là, sur le franchissement à gauche, on voit qu'elle reçoit une charge au niveau du flanc gauche. Donc là, concrètement, c'est là où le gainage avec des équilibres prend tout son sens. Là, c'est comme si elle était en position de gainage, mais elle vient avoir un déséquilibre externe au niveau de la joueuse. Et c'est là où il faut être assez fort et gainer justement pour ne pas perdre la position. Deuxième photo, une prise de position au poste au niveau d'un poste 5 sous le panier.
Donc là, c'est là où ça ne se limite pas aux caissons centrales, le gainage. Vous voyez elle est en quart de squat, mais la photo, après, elle descend en demi-squat sur la vidéo. Donc, on voit qu'elle est en prise de position. Et là, il faut un gainage global, on va dire, pour être assez fort pour maintenir la poussée du défenseur à l'arrière et de pouvoir être dans de bonnes conditions pour recevoir le ballon. Donc ça, c'est l'intérêt du gainage au niveau du tir et au niveau du basket en général. Des questions sur le gainage, Anto, ou je peux continuer? Je n'ai pas de questions pour Bien. l'instant. Au niveau de la proprio, bon, la proprio, c'est une chose quand même assez connue des coachs et des joueurs ça a fait ses preuves au niveau de prévention des blessures. Qu'est-ce que la proprio? Donc la proprio, c'est la perception consciente et inconsciente de la position et du mouvement des parties du corps dans l'espace. Donc en gros, c'est être capable de savoir où c'est que je me situe dans l'espace. Moi, la proprio, on la bosse pas mal avec la section et les filles, mais j'essaye d'être le plus proche possible de l'activité. Pour moi, ça n'a aucun sens d'avoir un basketteur ou une basketteuse et de la faire travailler en dehors de son activité. Ça ne sert à rien qu'elle soit forte dans toutes les activités proprioceptives s'il n'y a pas de ballon ou s'il n'y a pas de situation concrète de match ou de jeu. Donc, je pense qu'il faut être assez fonctionnel là-dessus et aller travailler en fonction des préférences, comme j'en parlais au début. C'est-à-dire que sur du poste 4 ou 5, où ça saute beaucoup pour travailler le rebond, je pense qu'il faut aller travailler la proprio, notamment sur cette composante de saut. Pas uniquement, je ne dis pas qu'il faut travailler la proprio que sur du saut, mais il faut accentuer le travail là-dessus, et notamment sur les profils dribbleurs-coureurs, comme je parlais tout à l'heure, où il y a beaucoup de blessures sur du changement de direction. C'est là où il faut aller intégrer la proprio. Ensuite, je vais parler de la mobilité. Donc, la mobilité articulaire, ça se définit par le degré d'amplitude qu'offre chaque articulation. Là, sur la photo, vous voyez une personne qui est en train de travailler sa dorsiflexion de cheville, donc sa flexion dorsale de cheville. Aujourd'hui, on sait grâce à toutes les études récentes, qu'un joueur de basket ou autre dans tout sport, s'il a une perte de flexion dorsale de cheville, son taux d'entorse est plus élevé qu'une personne qui a une flexion dorsale de cheville classique. Donc là, tout l'intérêt, notamment chez le basketteur qui est soumis notamment aux entorses de cheville, d'aller travailler cette flexion dorsale. Ça, c'est un exemple de mobilité, mais ça ne se restreint pas uniquement à la flexion dorsale de cheville. Et on peut travailler toutes les parties du corps. Donc, il existe là, ça va être un peu plus technique, je vais aller vite parce que je sais que c'est compliqué de mettre en place, on n'a pas beaucoup de temps au niveau des coachs, mais il existe des tests pour rechercher ces déficits et pour justement mettre en place des exercices de mobilité en fonction des déficits. En pré-saison, moi, l'an dernier, avec la N3, j'ai effectué le FMS. Donc, c'est une batterie de 7 tests, comme vous voyez sur l'image. Donc, chaque pattern de mouvement est noté de 0 à 3 et à la fin, ça me donne un score global pour évaluer la mobilité et surtout où c'est qu'il y a des déficits. Donc là, j'aime bien un thème assez important que je pense qu'il faut accorder de l'importance, et notamment au niveau des joueurs de basket, c'est d'intégrer des protocoles ou des routines, que ce soit individuel ou collectif, en pré-échauffement. C'est-à-dire que ces protocoles, d'intégrer des exercices de mobilité articulaire, de renforcement spécifique et des exercices de contrôle moteur. Quand je suis arrivé à la section, j'ai été étonné parce que les 4e, 3e, ils faisaient un pré-échauffement tout seul. C'est-à-dire qu'ils arrivaient sur le terrain, ils avaient 10 minutes de protocole de pré-échauffement à faire tout seul. Et ça m'a donné des idées. Donc, j'ai créé un protocole collectif pour la N3 qui avait à faire un pré-échauffement. Et cette année, grâce au confinement, j'ai un peu plus de temps. Je vais essayer de l'individualiser pour la N3. Donc, tout ça, c'est à réaliser avant l'échauffement. Donc, je vais vous montrer un exemple de protocole que j'ai mis en place avec deux de nos joueuses. Donc, je vais vous montrer 2 petits protocoles. C'est assez rapide, vous allez voir, c'est vraiment du pré-échauffement. C'est juste pour travailler sur les restrictions de mobilité. Donc là, c'est le protocole d'une de nos joueuses poste 5 qui est vraiment très, très faible en mobilité de hanche. Donc, son protocole de pré-échauffement va être axé hanche.
Donc, au début, elle a un petit peu de mobilité à faire avec le foam roller, donc les fameux rouleaux. Je vais en parler un peu plus par la suite. Donc, passage ischio droite-gauche, quadri droite-gauche et au niveau des fessiers. Ensuite, elle a un travail d'ouverture et fermeture de hanche. Donc, ça, c'est vraiment pour travailler sur ces zones de perte de mobilité qu'elle a pour aller retrouver cette mobilité. Un travail de mobilité de hanche en rotation, donc rotation droite, rotation gauche, comme sur les photos. Un travail de mobilité en flexion et extension lombaire. Un travail, et à la fin, un travail d'étirement dynamique qui vont plutôt être axés ischio-fessier et fléchisseurs de hanche comme les psoas. Donc ça, vous voyez, ça ne dure pas longtemps, ça doit durer 7 à 10 minutes. Et ça, c'est vraiment pour aller travailler sur le déficit de mobilité et au niveau de sa hanche. Autre protocole, ça c'est pour une joueuse multirécidiviste d'entorse de cheville. Donc pareil, elle attaque son prééchauffement avec un petit peu de passage avec les rouleaux sur les zones à traiter, donc partie basse du mollet et un peu sur la zone antérieure du tibia. Ensuite, deux exercices de mobilité en flexion dorsale, comme je vous disais, parce qu'on sait très bien que c'est préventif de l'entorse de cheville. Donc, on va aller travailler justement pour récupérer cette flexion dorsale, parce qu'elle est quand même très limitée dans sa flexion dorsale, cette joueuse. Donc, deux positions d'exercice, position du chevalier servant, comme vous voyez, et on vient travailler en amenant le genou vers l'avant pour recréer cette flexion dorsale. Ensuite, un peu de mobilité de rotation et mobilisation lombaire, parce que c'est une de nos joueuses qui reste assise quand même la plupart du temps. C'est une étudiante, donc juste pour venir déverrouiller cette zone. Du renforcement des fibulaires, comme on a vu sur la vidéo tout à l'heure. Donc, juste 3 séries de 10 répétitions en préactivation. Et derrière, un peu de proprio en Y. Donc, le pied a travaillé au niveau de la base du Y. Et avec l'autre pied, elle va chercher le plus loin possible sur les bases du Y. Donc ça, vous voyez, vous avez 2 petits protocoles tout simples à mettre en place. Là, c'est deux pathologies complètement différentes. Donc, c'est une restriction de hanche et une perte de mobilité de cheville. Là, c'est individualisé, mais on peut très bien le faire en collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le genou et cheville et hanche sont les 3 gros groupes à travailler sur le basketteur. Donc, c'est introduire des exercices collectifs où on travaille et le genou, et la cheville, et la hanche. Voilà pour le prééchauffement. Avec Nico, pendant le confinement, Nico, le coach de la N3, du coup, on a réfléchi sur l'échauffement pré-match. On savait très bien que les filles, l'échauffement qu'elles faisaient cette année était beaucoup trop long, elles n'étaient pas dedans, elles mettaient vraiment beaucoup de temps à rentrer dans le match. Donc, on a essayer de raccourcir au maximum la phase d'échauffement et en même temps qu'elle soit assez prête en activité pour pouvoir attaquer le match. Donc ça, c'est un protocole type qu'on a établi. Donc à 50 minutes avant le début du match, elles sortent avec leur protocole individuel, mais là, ça peut être un protocole collectif que vous avez mis en place avec le groupe. Toute l'année, nous, les joueuses, elles ont fait avec un protocole collectif où elles sortaient toutes ensemble. Ensuite, à 40 minutes du début du match, elles sont en tir libre pendant 5 minutes. Nico fait son discours à 35 minutes du début. Ensuite, on attaque à H-28 sur le travail de gamme, donc travail de gamme classique pour faire monter l'activation cardiovasculaire, plus une composante d'étirement activo-dynamique en même temps que l'hydratation. Donc ça, j'y viens après. Je vais vous expliquer qu'est-ce que les étirements activo-dynamiques. Une fois que les gammes et l'hydratation étirement sont faites, on a décidé de mettre une petite activation cognitive sur 2 minutes. Activation cognitive, c'est vraiment pour préparer la joueuse, parce que là, c'est nos N3, mais ça peut être pareil avec les jeunes. Donc, c'est une activation cognitive, c'est vraiment pour être focus et pas passer par pied et pas avoir la tête ailleurs. Donc là, ça va être sur espace réduit. Je crois que Nico a prévu 3 ou 4 ballons. C'est vraiment des échanges de passes pour être en prise d'information, pour pas éviter de prendre un ballon plein de port au début de l'échauffement. Donc ensuite, vous voyez, à H-18, attaque vraiment la partie basket où là, elles sont en autonomie sur un échauffement basket classique. Donc à H-6, présentation des équipes. Et après, à H-3, 2 colonnes classiques.
Donc ça serait un échauffement pré-match qu'on a mis en place avec Nico et qu'on va certainement suivre cette année. Donc, l'intérêt du foam roller à l'échauffement, comme je vous parlais, les filles, elles ont leur protocole individuel et toutes, elles ont un passage de foam roller à faire en fonction de leur zone de déficit, mais ça peut être fait collectivement. Je sais que Nico, sur ses jeunes joueuses, il veut intégrer le rouleau à l'échauffement sur les matchs. Donc, dans quel but les rouleaux à l'échauffement? Donc, amélioration du degré d'amplitude et de la souplesse et augmentation de la mobilité articulaire. Donc ça, à court terme, ça aurait une amélioration de la performance. Donc, quitte à sortir 5 minutes de plus pour faire un petit peu de rouleau et améliorer sa performance, ce n'est pas négligeable. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le rouleau. Il y a des règles à respecter et une utilisation bien précise. Il ne faut pas prendre des rouleaux pour faire du rouleau. Ce n'est pas le but, mais bien fait, ça peut avoir un réel bénéfice. Comme je vous parlais tout à l'heure, on a intégré aussi des étirements activo-dynamiques au milieu de l'échauffement. Et là, je parle bien d'étirements à l'échauffement et pas d'étirements actifs. Je ne parle pas des étirements classiques comme on le connaît où on reste en maintien 30 secondes sur la zone. Donc, le but des étirements activo-dynamiques, c'est qu'on vient étirer cette zone pour ensuite la contracter. Et ça va augmenter notre pic de force. Donc, sur un étirement classique des ischio-jambiers, comme vous voyez sur le schéma, l'étirement activo-dynamique, ça consisterait en 5 à 10 secondes d'étirement. Donc là, dans la position où est le schéma, on vient tirer dans la zone postérieure de la jambe. Ensuite, on vient à 5 à 10 secondes de contraction isométrique. Donc en fait, dans cette position, on vient enfoncer le talon dans le sol pour activer ces ischio-jambiers. Et ensuite, on fait 5 à 10 secondes de contraction dynamique. Donc là, ça serait tout bêtement du talon-fesse. Là, je vous ai montré une modalité sur les ischio-jambiers. Je pense que je n'ai pas fini le protocole, mais je pense que nous, avec la N3, on va passer ischio-jambier, adducteur, quadriceps et mollet. Donc, 4 groupes musculaires. Vous voyez, ça prend à peu près 20 secondes par groupe musculaire. Donc, il y en a pour 1 minute 30 à 2 minutes d'étirement activo-dynamique à intégrer dans l'échauffement. Voilà pour ça. Donc, je vais passer à la partie récup. Des questions, Anthony? Toujours pas? Je peux continuer. Juste, est-ce que tu peux nous parler des étirements passifs? Parce que bon, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ça. Les étirements actifs, on va dire, on le fait très rarement. En tout cas, je prends par exemple l'exemple d'une équipe U13, U15 ou U17 avant un match. C'est quand même assez. C'est pas la même chose. Et juste voilà, de parler des étirements passifs. T'en viens? D'accord. J'en viens après. J'en parle juste après. Ok, pas de souci. Okay. Donc, sujet récup, sujet très intéressant où il me faudrait, si je voulais vraiment vous faire un truc complet, plusieurs jours pour tout vous détailler. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 éléments vraiment clés et qu'il ne faut pas passer à côté pour la récup, c'est sommeil, hydratation, alimentation. Aujourd'hui, avec l'avancée de technologie, il y a de plus en plus de techniques additionnelles avec les cabines de cryo, les saunas, les hammams, tout ça. Je ne vais pas en parler parce que déjà, c'est pas vraiment la thématique et là, on est plus sur du basket non pro, donc il n'y a pas forcément de moyens. Donc, je vais vous montrer des techniques additionnelles simples de mise en place pour des joueurs. Donc, les 3 points clés, comme je vous parlais tout à l'heure, sommeil, hydratation, alimentation. Je vous ai mis juste 2-3 petits points phares sous chaque thématique. Je ne pouvais pas vous parler de chaque thème parce que ça allait me prendre 1 heure pour chaque. Mais le sommeil, les chercheurs ils recommandent 9 heures pour les adolescents et entre 7 à 9 heures pour les adultes pour une récupération optimale en termes de sommeil. Au niveau de l'hydratation, plusieurs études ont montré que par heure de basket, on perdait environ 1,5 litre d'eau. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et on sait aussi qu'une déshydratation mineure, donc 2% de la masse d'eau à l'intérieur du corps, ça ferait baisser les performances de 20%. Donc, c'est quand même, outre la récup, c'est quand même un facteur performance assez important, l'hydratation. Et au niveau de l'alimentation, Hippocrate, avant Jésus-Christ, il avait dit que ton alimentation sont ta meilleure médecine. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'avancée de tout ce qui est vegan, tout ça, je pense qu'il est loin d'avoir tort.
On me pose souvent la question, oui, après un effort, pas forcément post-match, mais après un effort, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger? Je pense qu'il faut arrêter d'intellectualiser tout ça et de manger qualitatif et quantitatif. C'est-à-dire que si tu as faim, tu manges, et si tu n'as pas faim, tu manges quand même, mais moins, dis-moi. Alors ensuite, les étirements, justement, j'en viens. Donc, est-ce qu'il faut s'étirer après l'effort? Oui et non. Ça dépend des circonstances, en fait. Ça va dépendre des modalités d'application et clairement de l'objectif. Après, il faut aussi différencier effort et effort. Je vais différencier deux types d'efforts. Donc, l'effort à type match ou à type gros travail physique, où là, pour moi, ça va engendrer des courbatures et il ne faut pas étirer dans un premier temps. Et l'effort plutôt classique d'un entraînement lambda. Donc là, si on se focalise sur un entraînement lambda, est-ce qu'il faut s'étirer après l'entraînement? Oui. Oui, si et seulement on est dans un début de phase élastique. C'est-à-dire qu'on se met juste en position d'étirement. Il faut qu'on ne recrée pas de douleur et qu'on sente juste un léger étirement. Et sur un temps de maintien assez court. Donc, ça reste autour de 10 à 15 secondes. Et l'objectif, ce n'est pas de gagner en amplitude. C'est juste vraiment de redonner la longueur de base au muscle. Et pareil, dans un entraînement lambda, est-ce que je vais chercher à gagner en amplitude maximale et en temps de maintien important? Non. C'est clairement pas l'idée. Si vous voulez vous étirer à la suite d'un entraînement lambda, c'est juste vraiment un temps de maintien très court et un début de phase élastique. Pourquoi pas s'étirer après un match et après une grosse séance physique? Donc, après match ou grosse séance physique, souvent apparaissent des courbatures. Les courbatures sont juste des micro-lésions musculaires. Donc, en fait, si après un match, vous allez avoir des courbatures. Donc, ces micro-lésions musculaires sont déjà sur vos muscles. Et si vous venez tirer dessus, ça va engendrer et aggraver les micro-lésions. Donc, clairement, c'est contre-productif après un effort type match. Voilà pour les étirements. Je pense que j'aurai certainement des questions, mais je vais essayer de passer. Donc, je vous ai mis 3 autres stratégies assez facilement, qui peuvent être assez facilement mises en place dans les clubs. Donc, l'intérêt du foam roller à distance, pareil, ça a montré ses effets pour la diminution des courbatures et une diminution de la sensation de douleur et de fatigue perçue par le joueur. Alors, c'est toujours pareil, ce n'est pas la même utilisation qu'à l'échauffement. Il y a des modalités de travail à respecter. Les bas de contention qui ont aussi fait leurs preuves. Les bas de contention qui sont quand même très, très, très utiles sur des stations assises prolongées. Donc, lors des matchs à l'extérieur, c'est quasiment obligatoire d'avoir les bas de contention dans le sac. Donc, ça, clairement, ça va drainer les déchets accumulés en augmentant le débit sanguin et le retour veineux. Et une chose qui est un peu plus compliquée à mettre en place, mais franchement, il n'y a pas besoin d'avoir une piscine ou autre avec une petite piscine gonflable, ça marche très bien, c'est la cryorécup. Donc, ça a un effet antalgique et protection des tissus de l'inflammation. On voulait le mettre en place cette année avec Nico, mais je pense que cette année, on va y arriver. Alors, ça, c'est une petite feuille récap avec mon avis personnel sur la récup. Donc, pour moi, 80% de la récup se passe dans l'hydratation, le sommeil et la nutrition. Si vos joueurs galèrent à récupérer, il faut aller investiguer qu'est-ce qui se passe après le match sur hydratation, sommeil et nutrition. Et après, 20%, donc c'est les techniques additionnelles que je vous ai montrées avec le rouleau, l'étirement et la cryo. Donc moi, je pense qu'il y a 3 phases distinctes à séparer en fonction de la phase de la saison sur la modalité de la récup. Donc en phase de prépa, c'est-à-dire quand il y a toutes les zones en post-vacances, il faut aller chercher l'hydratation, le sommeil, nutrition, bon, basique, mais il faut laisser le corps créer des adaptations. C'est-à-dire que le but d'une prépa, c'est de rendre le corps plus fort. Donc le but, c'est de vraiment laisser le corps récupérer pour qu'il crée des adaptations et pour qu'ensuite il puisse mieux engendrer les contraintes. Je ne vais pas faire de placement de produits, mais il y a des compléments récup, notamment nous on a Nutergia en Aveyron qui est très très bon là-dessus. Et en phase de prépa, ça peut être très intéressant et très intelligent d'aller se supplémenter en alimentation. Deuxième phase de saison, donc phase de saison classique. Donc pareil, on garde le schéma hydratation, sommeil, nutrition. Bas de contention post-match. J'ai mis post-match, mais
Je pense qu'il faut quand même laisser une marge de récup et post-match à l'extérieur, j'aurais dû rajouter. Et après, le lendemain des matchs, donc soit vous avez une séance collective et il y a un travail de récup qui est fait, soit en autonomie, vous pouvez travailler votre mobilité, étirement ou foam roller pour augmenter cette phase de récupération. Et après, en phase de saison intense, où les matchs sont assez rapprochés, ou pendant la période octobre-décembre, comme on a vu que ça cassait beaucoup au niveau du basket, il serait peut-être intéressant de rajouter l'immersion en eau froide dans les protocoles de récup, en plus de tout ce qui se fait dans la phase de saison classique. Juste, Voilà Robin, juste et vous de la nutrition, combien de temps on doit manger avant un match? Combien de temps de repos, de la phase de digestion, tout ça? Je suis pas expert au niveau alimentation. Qu'on Je suis doit pas sûr manger. Après, il faut manger ça. Tout dépend de l'heure du match. Après, il faut s'adapter. S'il y a un match à 20h, intéressant de manger comme il faut le midi, une grosse collation autour de 17h. Si le match est à 14h, manger plutôt vers 11h, 11h30. Après, c'est un peu indépendant. C'est un peu comment dire, joueur indépendant, quoi. Si le mec il a ses habitudes et qu'il est tout habitué à jouer à 20h et qu'il est habitué à faire sa collation à 18h et que ça lui va très bien, qu'il continue à faire sa collation à 18h. Disons qu'il n'y a pas réellement de standard, quoi. Même s'il y a même s'il y a une séance de physique à 20h, tu crois que s'il mange une Ouais, pizza à non, 18h, ça va le non, faire? c'est pas clair, c'est clairement pas la bonne idée, mais Oui, après, oui, oui. il faut être cohérent, quoi. Si le mec il a un match à 18h, il faut qu'il fasse, si le match à 20h, pardon, il faut qu'il fasse sa collation 18h avant, pas 18h avant, mais vers 18h, quoi. Du coup, j'en étais là. Donc ça, c'est plutôt pour tout ce qui est coach et parents, quoique même joueur, ça va marcher. Un joueur se blesse sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus. On était passé sur des protocoles RISE, sur des protocoles police. Aujourd'hui, le protocole, entre guillemets, de référence, c'est le protocole Peace and Love. Donc, je vais vous détailler toutes les lettres. Donc, le P pour protection. On va prendre au basket l'exemple le plus courant d'entorse de cheville. On a un joueur qui se fait une entorse. Qu'est-ce qu'on fait? Protection. Évidemment, on ne le remet pas à jouer et on lui dit de se calmer sur les premiers jours. Élévation, donc on le sort et on met son membre atteint le plus haut possible. Le A, c'est anti-inflammatoire et glace à éviter. Donc ça, je ne vais pas me faire des copains, mais je finis tous l'énoncé des lettres et j'y reviens dessus. Compression, donc entorse de cheville, on essaye de mettre un bandage compressif le plus vite possible pour éviter le gonflement et l'œdème. Et éducation, donc ça c'est au coach, donc justement à être en capacité de connaître toutes ces bonnes pratiques au niveau du joueur. Et ensuite le love, ça serait plutôt pour un post-inflammation, donc à partir du 3 ou 4e jour. Donc, commencer à réintégrer du stress mécanique, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, sur le cas d'une entorse de cheville, dès que l'enfant ou le joueur il se sent capable de marcher sans douleur, il faut qu'il marche. Il faut vraiment qu'il y aille, il faut qu'il marche pour remettre en mouvement et en contrainte sa cheville. Donc, le O pour optimisme, donc rester confiant. Si c'est qu'une entorse de cheville, ce n'est pas très grave. Vascularisation, donc si le but là, c'est vraiment d'augmenter son métabolisme et d'irriguer les tissus endommagés. Donc là, si par exemple le joueur il a une entorse de cheville mais qu'il se sent capable d'aller faire du vélo, il faut qu'il aille faire du vélo vraiment pour irriguer tout le tissu lésé. Et exercice, donc c'est favoriser le plus tôt possible un retour à la normale de la mobilité, de la force et de la proprio. Ça sera plutôt à travailler quand même avec le kiné, pas trop en autonomie, mais il faut quand même le savoir. Donc je reviens sur le phénomène anti-inflammatoire et glace à éviter. Aujourd'hui, on sait que les anti-inflammatoires et la glace, c'est un retardateur de la cicatrisation du ligament. C'est-à-dire que si vous prenez un anti-inflammatoire et vous mettez une application de la glace dans les 72 premières heures, la qualité de la cicatrisation sera pas optimale. Alors certes, la glace et l'anti-inflammatoire au niveau de la douleur sur les 72 premières heures, ça va être top, mais à terme, vous allez fragiliser votre tissu. C'est quand même à nuancer. C'est-à-dire que sur mes joueuses de la N3 qui ont fait des entorses de cheville à répétition, où je sais que la cicatrisation n'a pas été optimale dès le début, aujourd'hui, moi, dans l'intérêt avec les filles qui ont des entorses à récidive, je vais appliquer de la glace pour
éviter l'œdème, mais sur un premier épisode d'entorse de cheville, où vous savez que le ligament n'a jamais été lésé, le mieux, je dis bien le mieux, parce que tout le monde n'est pas au point là-dessus. Les médecins, j'en parlais encore hier avec un médecin, ils ne sont pas au courant de tout ça. Mais il faut éviter au maximum l'anti-inflammatoire et la glace pour favoriser une meilleure cicatrisation. Donc ça, c'est vraiment sur les premières intentions, sur les premières entorses de cheville. Si vous pouvez éviter glace et anti-inflammatoire et que le joueur ou la joueuse arrive à gérer la douleur sans ça, c'est quand même vachement mieux et vous en sera que reconnaissant parce que sur du long terme, sa cheville sera bien plus stable et son ligament sera bien plus fort. Juste, c'est-à-dire qu'une U13 ou une U15 qui fait sa première entorse, tu lui conseilles, en tout cas tu conseilles à son entourage, parce que c'est pas elle qui va prendre la décision, mais tu conseilles à son entourage de ne pas mettre de glace. Ben, moi, sur les 72 premières heures, après je vais rentrer dans la physiologie, mais sur les 72 premières heures, on a une réponse du corps qui est anti-inflammatoire avec notre système immunitaire propre en fait. Donc en appliquant de la glace et des anti-inflammatoires, en fait, on va annuler cette réponse propre. Donc en fait, c'est un peu contre-productif et la cicatrisation sera plus mauvaise. En effet, sur du jeune joueur ou même sur quelqu'un qui ne s'est jamais fait d'entorse, s'il est vraiment à sa première entorse, moi, ma première intention, c'est j'y mets un bandage compressif au mieux pour réduire le gonflement et t'attends 72 heures si tu peux, sans application de produits externes, quoi. D'accord. Juste, quand tu parles de bandage compressif, on a des fois des joueurs. Est-ce que tu conseilles, on a des fois des parents ou des entraîneurs qui conseillent de prendre des chaussures hautes pour, en gros, éviter les blessures. Qu'est-ce que déjà tu penses de ça? Est-ce que au niveau basket, au niveau basket, est-ce que le fait de prendre des chaussures hautes, en les serrant beaucoup, va t'empêcher d'avoir des entorses? Il doit y avoir des études dessus, je n'ai pas fait attention. Après, moi, ce que je trouve dommage avec les chaussures de basket, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse semelle et justement, il y a beaucoup de dispositifs externes. Et le problème, c'est que justement, les travaux de gainage du pied que j'ai parlé avant, justement, c'est vraiment pour avoir un pied fort. Et le problème d'avoir cette surprotection au niveau du pied avec la chaussure, ça a potentiellement un effet néfaste. Après ça, il faudrait que je me penche un peu plus dans les études. Est-ce qu'il y a plus de blessés avec des chaussures montantes ou pas montantes? Mais là, honnêtement, je n'aurais pas la réponse. J'ai juste une autre question par rapport aux chaussures montantes encore. Des fois, on a des entorses qui se font, notamment en jeunes. Et ceux qui ont des chaussures montantes, justement, ils essaient de les serrer. Est-ce que ça, tu leur conseilles? Parce que je vois sur ce que tu nous dis là, qu'il y a installé un bandage élastique ou un moyen de compresser l'œdème, quoi. Ouais, mais après je suis pas certain qu'en serrant plus la chaussure, le pied soit plus stable à l'intérieur. On enlève la chaussure, on met pas de froid, on surélève le pied et on met un bandage compressif. Et un bandage compressif, d'accord. Ouais, j'ai plusieurs questions. Alors déjà, première chose, à partir de quel jour une prise en charge par le kiné? Alors, nous, on aime voir les joueurs blessés le plus rapidement possible. Donc, dans l'idéal, ça serait pas le lendemain de la blessure, mais 2 jours après. D'accord, 2 jours après. Ouais. Le problème, c'est que les docs ne sont pas forcément sensibilisés à tout ça et nous l'envoient une fois que l'œdème est résorbé. Sauf que nous, moi, personnellement, je préfère les voir le plus rapidement possible. D'accord. Donc, sous les 48 heures, c'est bien. Ok. J'ai une autre question peut-être que tu y as déjà répondu. Que pensez-vous des chaussures hautes qui peuvent éviter une entorse de cheville, mais qui sont réputées pour avoir une répercussion sur le genou? N'est-ce pas plus nocif que autre chose? C'est qu'en bloquant l'articulation de la cheville, disons que ouais, tu vas pas... c'est comme les chaussures de ski finalement. Les chaussures de ski, on a une cheville qui est complètement verrouillée dans la chaussure de ski et toutes les blessures au ski, c'est niveau genou. Donc forcément, les contraintes seront augmentées au niveau du genou et de la hanche parce que la cheville ne va pas prendre ces contraintes, quoi. Moi, je pense que il faut... Le pied, c'est l'interaction avec le sol. Donc, pour moi, il faut avoir un pied fort. Et si on a un pied fort, après, la chaussure, je ne pense pas que ça soit vraiment important d'avoir tel type de chaussure ou type de chaussure. Je pense qu'il y en a un pied fort et une musculature assez importante. La chaussure, c'est qu'accessoire, quoi. Ok. C'est bon pour moi. Ok. Et après, je vais parler juste un petit sujet image et simulation motrice.
Ça, c'est un peu notre ligne de conduite avec Nico et la NF3. Donc, je vais faire juste un peu de physio avant de vous expliquer ce qu'on a mis en place. Donc, en fait, le cerveau, c'est une formidable machine où chaque action qu'on fait, elle est stockée dans une zone du cerveau. Et aujourd'hui, plusieurs études ont montré que quand on verbalise ou on imagine dans notre tête une action, eh bien, c'est la même zone du cerveau qui s'active que si on réalisait le mouvement. Donc, c'est-à-dire que là, si je viens claquer des doigts et si dans ma tête, je pense à claquer des doigts, c'est exactement la même zone du cerveau qui s'active. Donc, quel bénéfice? Apprentissage moteur du geste plus important et une amélioration de la technique. Vous allez me dire, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça au basket? Donc, nous, on l'a travaillé au lancer franc, la simulation motrice, l'image et la simulation motrice. Donc, on a fait un petit exercice où je demandais aux filles de faire des lancers francs classiques en travail de lancer franc, donc une dizaine de lancers francs. Ensuite, elles se mettaient sur la ligne. Elles devaient imaginer et visualiser tout ce qui se passait lors du lancer franc, les yeux ouverts. Donc, c'est-à-dire qu'elle devait schématiser toute la routine qu'elle faisait, elle devait schématiser tout le mouvement du bras, elle devait schématiser tout le panier. Donc, si elle réussissait à mettre son panier, je demandais de recréer sa routine, de fermer les yeux, d'attendre 3 secondes et pendant ces 3 secondes, de réimaginer tout ce qu'elle avait pensé quand elle a réussi son shoot les yeux ouverts. Et ensuite, de shooter les yeux fermés. Donc, si elle arrivait à marquer son panier les yeux fermés, elle essayait de mémoriser tout ce qui s'était passé dans sa tête pendant les 3 secondes des yeux fermés et d'essayer de le garder en mémoire. Donc ça, on l'a travaillé. Et là, on a quelques petites stats sur une joueuse de chez nous, une poste 5, qui a mis en pratique cette théorie-là pendant le match. Sur les 13 premiers matchs, elle se trouve à 13 sur 48 au lancer franc, donc 62%. Et du 13e match à la fin, elle fait 85% à 23 sur 27 au lancer franc. Alors, je ne dis pas que ça vient uniquement de cette simulation motrice. Je ne dis pas que ça vient uniquement du travail qu'on a fait, mais c'est possible quand même que ça y ait joué. Donc, juste avant de laisser les questions, je voulais juste un peu conclure et dire que cette présentation, c'était axé littérature, mais c'était aussi axé ce que j'avais vu pendant les 2 ans. Donc, il y aura pas que de la vérité, mais c'est ce qu'on met en place, en tout cas avec la N3 et avec Seb à la section. Je pense qu'il faut arriver à sensibiliser les joueurs et les parents, notamment chez les jeunes, sur la prévention des blessures, que c'est très, très important, notamment sur des épisodes de première blessure, de vraiment bien soigner, parce qu'après, sinon, les récidives, on ne s'en sort jamais. Et que malgré tout ça, il n'y aura pas de solution miracle. Vous aurez toujours des blessés dans vos clubs. Même nous, cette année, vous voyez, on a fait 2 croisés sur 12 ou 13 joueuses. Donc, même avec l'apport de kiné ou de facteurs externes en prévention, il y a du blessé. Et qu'il est très important d'avoir un échange joueur, staff et coach au niveau notamment de l'état de fatigue et du ressenti. Voilà pour moi. J'ai fini ma présentation. Anto, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors oui, je vous encourage tous à soit vous remettre, d'arrêter d'être muet, on va dire, voilà, de prendre la parole pour intervenir si vous le souhaitez, ou alors de poser vos questions par le chat. Voilà. On vous attend. Moi, en attendant, je vais juste demander quelque chose par rapport on revient sur le gainage. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu peux proposer, conseiller à un entraîneur qui, en U13 ou en U15, a 2 entraînements par semaine? On est sous une forme un peu de compétition, interdépartement. Qu'est-ce qu'il peut faire sur ces entraînements? Est-ce qu'il travaille de manière isolée les abdos, c'est-à-dire comme tu l'as montré? Est-ce qu'il l'intègre sur ces situations? Voilà. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? C'est ce dont je parlais tout à l'heure de la progressivité. C'est-à-dire qu'au départ, il faut qu'il travaille sur du statique, voir que la majorité de ces joueurs intègrent le gainage statique. Et une fois que le gainage statique est ou avec des équilibres est acquis, là, on peut aller travailler vraiment sur le mettre en forme sur le terrain. Je pense que cette notion de progressivité est vraiment importante. Pour moi, ça n'a aucun sens d'aller faire travailler un
un U13 ou un U15 qui n'a jamais fait de gainage statique et le mettre sur une position de gainage dynamique avec un ballon. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des risques de blessure, hein, Sur du gainage, sur du gainage, ouais, si on fait des trucs. il faut être assez vigilant sur la posture, justement. D'accord. Après, sur le jeune joueur, je pense là où il faut être vigilant, c'est sur les temps de maintien. C'est ne pas aller chercher des temps de maintien trop longs et vraiment qui se focalise sur la posture, quitte à répéter des temps de travail courts, mais à les répéter plusieurs fois, quoi. Tu as, une notion de temps de travail, temps de Bah, repos qu'il faut après c'est pas. toujours pareil, c'est de la Ou alors c'est progressivité. ouais. C'est toujours pareil. Après, c'est compliqué à individualiser quand tu as un groupe de 10 ou 15 joueurs, mais si tu vois qu'au bout de 20-30 secondes, tous tes joueurs ils commencent à avoir une posture pas très bonne, c'est que leur seuil il est là. Après, en augmentant le nombre de répétitions à 20-30 secondes, ils vont pouvoir amener de la progressivité et devenir meilleurs. Ok. Est-ce que tu peux, par contre, Romain, arrêter ton partage Ouais, d'écran je peux quand on partager. puisse te voir aussi, je pense. Ouais. Et voilà, comme Ouais. ça, moi, ce sera plus facile. Impeccable. Moi, j'avais d'autres questions, j'en profite, hein. C'est au niveau de la déchirure. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent comment éviter ce type on va dire, de traumatisme, parce qu'il y a quand même un petit peu de temps d'arrêt derrière ça. Ouais. Mais voilà, des choses à éviter. Voilà. La déchirure, c'est le renforcement excentrique que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le renforcement en freinant le mouvement. Euh, Déchirure, c'est souvent en chaîne postérieure, donc ischio ou mollet. Donc, préventif de déchirure ischio, c'est l'exercice que j'ai montré tout à l'heure où il y avait quelqu'un qui tenait les jambes et la personne basculait. Après, l'exercice préventif Après, c'est du renforcement, tout simple, c'est du renforcement. Il faut renforcer le muscle pour qu'il soit plus fort, quoi. Au niveau des mollets, le renforcement excentrique, ça serait monter sur les deux pointes de pied, enlever un pied et descendre sur l'autre. D'accord. Ça serait du renforcement excentrique du mollet. Ok, ça marche. Moi, j'ai juste, là, c'est l'entraîneur qui parle. On a Ouais, des fois on va dire c'est pas une question, hein, c'est plus aussi pour donner des informations à tout le monde, mais des entraîneurs des fois qui passent d'une situation d'échauffement ou très arrêtée à une ouais. situation de jeu rapide, très explosif, de 1 contre 1, et très souvent, les déchirures Ouais. apparaissent, on va dire à ce moment-là. C'est Donc, là, c'est là où voilà. c'est toujours pareil, le phénomène de progressivité, même dans l'entraînement. C'est-à-dire que là, si vous arrivez à intégrer les protocoles de routine, il va y avoir déjà une préactivation musculaire. Mais après, il faut être quand même lucide et avoir une activité, être pas arriver sur du sprint direct, quoi. Il faut quand même C'est ça. avoir un mix entre la routine et le protocole et le jeu. Il faut quand même qu'il y ait une logique, quoi, une certaine logique. Ouais. C'est vrai que Et les jeunes, tu leur demandes sans échauffement de faire du sprint, ils le feront, mais ils vont pas faire c'est attention à ça. ça, c'est C'est quand ça. on Mais prend de l'expérience, quand on a un on se petit peu rend plus compte qu'il vieux, faut. C'est ça. voilà, on peut pas faire ces efforts-là et on fait attention à notre corps. Mais voilà, c'est vrai que l'entraîneur a une grande responsabilité sur ça. Et des fois, si on peut éviter, C'est moi, ça. en tout cas de mon côté, je t'en ai parlé juste avant, Ouais, et j'avais une U13 qui avait un bon niveau je te dis ça, il y a 7-8 ans, ouais, et qui a été obligée d'arrêter pendant 6 mois parce qu'elle avait une déchirure de 8 cm au niveau de son ouais. quadriceps. Et donc, du coup, quand vous avez une U13 qui arrête pendant 6 mois, Il faut que tu alors fasses qu'elle a un vrai potentiel, c'est un vrai frein, on va dire, dans son évolution, parce qu'il y a tout ce qui est le facteur détection, performance voilà, derrière. tout ce qui est derrière, qui va derrière, et voilà, ça fait du mal. Et puis, c'est dur de revenir. J'ai une autre question de Cyril. À partir de quand peut-on mettre en place un renforcement excentrique après une déchirure musculaire? Eh ben ça, c'est tout nouveau à partir de J0. C'est-à-dire que, bon, après, ça, c'est sous surveillance du kiné, bien évidemment, hein. Sur une vraie déchirure musculaire, on attaque le travail excentrique à J0. En fait, le but du travail excentrique sur une déchirure, donc là, vous visualisez le muscle s'est déchiré. Si vous faites rien, ça va cicatriser dans tous les sens, le muscle. Alors que si on vient travailler, bon, c'est hyper vulgarisé, hein. C'est pas réellement ce qui se passe, mais le but, c'est de vraiment réaligner les fibres pour que le muscle soit plus fort, en fait. Et ça, l'excentrique, c'est le premier excentrique post-déchirure, c'est vraiment le rôle du kiné pour jauger la capacité, juger la capacité du joueur blessé à Ouais, faire d'excentrique. ok. J'ai une autre question d'Yvan.
As-tu une marque à nous conseiller pour les fall rollers? Ouais, c'est les rouleaux. Bah, Non, ok. rien du tout. C'est tous les études, que ce soit Nike, Adidas ou Decathlon, les fameux, c'est tous les mêmes, les rouleaux. Suffit que ça s'adapte à la tolérance de la personne. Au début, il vaut mieux attaquer avec des rouleaux assez mous parce que ça picote quand même, il faut se le dire. Mais au début, il vaut mieux attaquer avec des rouleaux assez mous. C'est la seule consigne que je donnerais. Ok. Il n'y a pas d'autres questions. On va s'arrêter. Voilà. Parfait. Écoute, Robin, moi, je te remercie de ta disponibilité, du travail que tu as fait là pendant déjà 1 heure, puis du travail que tu as Ah, eu aussi pour préparer ce dossier. Voilà, ça a été très précis sur ce que tu nous as montré, puis ça allait dans tous les sens, donc du coup, c'était riche, vraiment riche. bien. Donc, merci à toi, Robin. Merci à toi. Nous, on va continuer nos visioconférences, hein. On est toujours, on est parti, même si la semaine prochaine, on va dire, il y a un début de confinement qui va commencer à se faire. On va voir si ça continue à fonctionner. La semaine prochaine, c'est Guillaume Cormon qui va intervenir et qui va intervenir sur les comportements offensifs et l'agressivité offensive, j'imagine, enfin, pas j'imagine, mais chez les jeunes. Voilà. Donc, on garde le même créneau. Donc, du mercredi, on sera mercredi 13 mai. Mercredi 13 mai, 17h, 18h, on se retrouve à nouveau en visioconférence. Et puis on continue sur notre série. Voilà. Merci Robin, merci à tout le Avec monde plaisir. de nous avoir suivis. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Salut.